Bismillah. À l'époque où le jeune prince d'Amonzon succéda à son père sur le trône Bambara, naquit à Ségou un fils de berger qu'on appela Bakaridian. Très jeune, Bakari se distinguait des autres enfants de la ville par sa force peu commune et son courage hors de pair. Il pouvait séparer deux béliers au combat, et il lançait le javelot aussi loin que les meilleurs guerriers du roi. Tant et si bien que Bakaridian fut remarqué par le roi, qui l'emmena avec lui à la guerre. Car au début de son règne, Damonzon n'était préoccupé que de conquêtes, et comme de puissants fétiches protégeaient sa dynastie, aucune ville, aucun pays ne résistait longtemps à ses armées. Damonzon régna bientôt sur un empire 10 fois plus grand que celui de son aïeul, Golo Diarra. Des troupeaux innombrables, un immense butin de pièces d'or et d'argent, de peaux précieuses, d'esclaves, furent acheminés vers Ségou des Balanza. Tandis qu'à la tête d'une armée qui paraissait invincible, Bakaridian, celui qu'on appelait l'homme terrible, remportait d'autres victoires. Le jour où Bakaridian revint à Ségou, sa gloire et sa popularité étaient telles que Damanzon en conçut de la jalousie. Bakaridian veut prendre ta place, Seigneur, lui chuchotèrent des courtisans malveillants. Et le roi fut prêt de les croire, mais à cette époque, le chef de ces griots, Dante, était un homme sage et avisé. Il lui conseilla au contraire de recevoir Bakari comme son propre fils. Si Bakaridian te trahit, ô roi, les Mombas se détourneront de lui, et tu resteras le seul maître. Mais si c'est toi qui le trahis, ils ne te le pardonneront pas. Et Damonzon, suivant les sages conseils de Dante, ordonna que des fêtes somptueuses marquent le retour du grand temps. Ce jour-là, tous ses goûts voulut approcher le héros. Une aide d'honneur l'accompagna des portes de la ville jusqu'au palais royal. Là, assis entre ses 50 griots, ses marabouts, ses chefs de guerre et tous les notables de ses goûts, Damonzon le reçut avec un faste incomparable. Il avait choisi ses vases les plus précieux, des étoffes tissées d'or et d'argent, les plus belles bêtes des troupeaux conquis, et par dizaines des sacs de riz, de mie et de nourritures diverses, pour les offrir à son chef de guerre, avant de le faire asseoir à sa droite comme un fils bien-aimé. Bakaridian, grand homme de Ségou, lui dit-il alors, tu es ma main droite, et si ce n'est pas toi qui es assis sur la peau de lion des rois de Ségou, tu règnes à la guerre. Ségou te doit un empire, et tu es mon sujet le plus fidèle. C'était là un beau discours. Aucun homme jamais n'avait eu tant d'honneur, mais Bakaridian dédaignait les honneurs. Il n'était ni ambitieux ni flatteur. Aussi remercia-t-il le roi sans chercher à lui plaire. Maître des eaux, du fer et des hommes, tu es le Seigneur tout-puissant de ces goûts, répondit-il. Moi qui suis le fils de berger et homme de ton peuple, je te remercie. Mais je vis simplement et ne brigue aucune faveur. Permets-moi de partager ce trésor avec les pauvres de ces goûts, et je serai un homme heureux d'être toujours ton serviteur. Ces paroles firent grand effet, et un silence grave les accueillit. Certains, comme le chef des griots du roi, les acceptèrent avec bienveillance, mais d'autres hommes, parmi les courtisans, pensèrent que Bakari était un hypocrite et un dissimulateur. Des années durant, l'empire Bambara ne fit que s'étendre. Ségou devint une forteresse imprenable, et les richesses du roi ne se comptaient plus. Malgré l'exemple de Bakaridian, des hommes sans scrupules s'enrichirent au détriment des pauvres. Des guerriers se battaient entre eux et le désordre régnait à Ségou. Enfin vint ce jour terrible où la malédiction s'abattit sur la ville. Bilissi venait de naître. Bilissi le monstre à 7 têtes et à corps d'homme, marqué de 5 taches blanches, blanc des mains jusqu'au coude, blanc du front au menton, blanc des genoux au talon. Bilissi montait sur 5 cheveux blancs. Le monstre naquit avec son poids d'adulte, mais sa force n'avait rien d'humain. Était-il un génie? On le croyait certain, disaient qu'il était né de la mer, à l'ouest. D'autres affirmaient qu'il descendait des géants du désert de sable au nord. Lorsqu'il apparut, monté sur ses 5 chevaux blancs, devant la ville de Ségou, Bilissi éclata d'un rire si tonitruant que les portes de la ville s'ouvrirent d'elles-mêmes.
Le souffle de Bilissi pouvait renverser 100 cavaliers lancés au galop. Méprisant la loi qui veut qu'on accueille l'étranger devant la ville, le monstre contourna alors les murs de Ségou, escalada le rempart et devant les habitants de Ségou, rassemblés sur la place, il enleva 2 jeunes filles et 2 garçons dans une case. Puis avec ses victimes attachées aux chevaux, Bilissi se présenta chez le commerçant le plus riche de Ségou. À la foule et à l'homme terrorisé qui se tenait devant lui, le monstre tint ce discours. Hé, vous ne me connaissez pas encore. On m'appelle Bilissi. J'ai entendu parler de cette bière forte et parfumée qu'on vend à Ségou, le Dolo, et me voilà. Bilissi troqua les 4 enfants contre des barils de Dolo, qu'il but avec une rapidité prodigieuse, devant la foule muette d'épouvante. Il est vraiment fort et bon, ce Dolo, dit le monstre, et il grimaça de plaisir, tout en faisant claquer ses 7 langues contre ses 7 palais, et qu'un bruit effrayant sortait de ses 7 bouches. Puis il vida les derniers barils de Dolo avant de reprendre d'une voix tendante. Mais le prix de mon Dolo, Ségou le paiera. Je n'ai pas d'argent sur moi. Jamais je prendrai de Ségou ce qui me plaît et l'échangerai contre du Dolo. Personne ne demande de compte à Bilissi. Bilissi est invincible. Avec ses 7 bouches, il grondait comme une armée en marche pour la guerre. Avec ses 7 yeux, rien ne lui échappait derrière l'horizon. Avec ses 7 oreilles, il entendait les chuchotements dans les cases les plus lointaines. Avec ses 5 taches blanches, il éblouissait quiconque le regardait. Avec ses 5 chevaux, il volait. Bilissi, les guerriers les plus valeureux s'enfuyaient quand Bilissi apparaissait. Toute la ville se cloîtrait et se barricadait, mais Bilissi riait. Ségou débalança, Ségou si fier mourait de peur. Le monstre avait à présent ses habitudes. Il exigeait, par exemple, qu'on lui réserve une part de tout animal tué pendant son absence. Et quand les habitants de Ségou se réunissaient sur la grande place des fêtes, les jours de marché, pour y abattre chèvres, moutons et bœufs, on prélevait sur chaque bête égorgée la part pour Bilissi. Personne n'aurait osé y toucher. On préférait même jeter cette part derrière les remparts de la ville, en pâture aux vautours et aux chiens, plutôt que de s'emparer. On se rappelait l'histoire du tisserand Comté qui avait cru tromper le monstre en tuant un vieux chien pour garder sa part de mouton. Bilissi s'en était aperçu et Comté l'avait payé de sa vie. Quand le monstre venait boire son Dolo ou réclamer sa part de viande, Damonzon s'enfermait dans son palais. Malgré les protestations de son peuple, il refusait d'intervenir. Les parents avaient beau supplier Bilissi d'épargner leurs enfants, le monstre pénétrait dans les cases, arrachait garçons et filles à leur mère et les emportait avec lui pour les revendre contre du Dolo. La malédiction semblait sans issue. Le nom seul de Bilissi suffisait à faire ployer tête et armes, gémir les femmes, pleurer les enfants. La terreur remplissait les cœurs. Une nuit, Bacaridiane réunit les tendrillons de son armée. Cette situation est intolérable, leur dit-il. Nous avons conquis un empire et la terre Bambara nous appartient. Nous avons même vaincu le puissant Bassi de Samaniana. Jusqu'au Sahel, tout est à nous. Et voici que Bilissi peut traverser le territoire, rentrer dans Ségou, prendre nos filles et nos garçons, les troquer contre du Dolo, boire en toute impunité, et personne ne lui en demande raison. Hé, nous voici plus lâches que des lièvres. Mais les Tondians, déjà effrayés de se réunir sans le roi, répondirent. Bacaridiane, toi notre chef de guerre, écoute bien nos paroles avant de t'engager. Ton cœur brûle de colère comme le nôtre, mais entre la guerre de Samaniana et Bilissi, il n'y a aucune commune mesure. Bilissi tout seul est plus fort que 100 000 hommes armés. Abandonne cette affaire, laissons Bilissi en paix et qu'il satisfasse ses désirs, sinon il détruira Ségou et nous tuera tous, même toi. N'en causons plus, ni du pied, ni de la main, ni de la bouche. Ce n'est pas lâcheté que de reconnaître plus fort que soi.
Bakary Diane. Quand il comprit que cet endion l'abandonnait, Bakary le valeureux leur tourna le dos et sans un mot se retira chez lui. Il ne put dormir au matin, sa décision était prise. Il se battrait seul, et pour commencer, il demanderait conseil au plus grand marabout du royaume. Avant que le soleil n'atteigne l'horizon, il enfourcha son cheval, le fidèle sublime, emportant avec lui 50 000 pièces d'or. Peu après, il prenait la direction du sud et de la grande forêt. Sir Rabelais, le marabout, vivait à la lisière de cette grande forêt. Lorsqu'au soir du deuxième jour, Bakary Diane mit pied à terre devant sa porte, Sir Rabelais l'accueillit en souriant. Il savait déjà pourquoi le grand homme de Ségou, tout couvert de poussière, se présentait devant lui. Mais il laissa à Bakary Diane le temps de s'expliquer. Marabout, ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Bakary, tu connais la présence d'un démon dans Ségou. Il nous brave et nous pille. Et moi je veux le combattre et le vaincre. 100 000 hommes, dit-on, ne suffiraient pas à l'abattre. Mais est-ce une raison pour que Ségou ne se révolte pas? Je sais tout cela. Alors dis-moi, Sir Rabelais, connais-tu l'histoire de cet homme qui remplit sa bouche de farine? Tout le monde se récria qu'il allait s'étouffer, et pourtant, cet homme eut assez de salive pour la mouiller, en faire une bonne pâte, qu'il avala ensuite avec satisfaction. Je connais cette histoire, Bakary. Eh bien, marabout, je veux que Bilici soit la farine dont je m'emplirai la bouche. Toi, tu seras ma salive. À nous deux, nous réduirons Bilici à l'état de pâte et nous l'avalerons. Je suis venu pour que tu m'aides, Sir Rabelais. Sir Rabelais ne répondit pas tout de suite. Il parut méditer un instant, et Bakary Diane respecta son silence. Enfin, le marabout hocha la tête. Il était d'accord. Sois le bienvenu chez moi, grand homme de Ségou. Reste ici toute la journée. À la nuit tombée, je te ferai part de ce qui m'aura été révélé. Bakary lui remit alors les 50 000 pièces d'or et attendit. Vers 3 heures de l'après-midi, le marabout se leva, se lava le visage et les mains, puis pénétra dans sa mosquée pour communiquer avec l'esprit divin. Quand il en ressortit, il remit à Bakary un papier entièrement écrit, plié en deux. À présent, mets ce papier dans ta poche droite et appelle Bilici, lui conseilla-t-il. S'il ne te répond pas, moi je cesserai d'être marabout. Et Bakary se pencha vers sa poche. Il appela Bilici. Une voix sortit aussitôt du vêtement. Oui, Bakary Diane, que veux-tu? Le jeune homme appela de nouveau son ami, lui répondit. Oui, Bakary Diane, que veux-tu? Si Rabelais me livre à toi, mais crois-tu que sans lui tu pourrais me vaincre? Bakary Diane éclata de rire. Son pouvoir le rendait heureux. Et marabout, il raconte que tu me l'as livré, mais que sans toi je ne saurais le vaincre. Il a raison, Bakary, fit gravement Sir Rabelais. Bilici n'est pas un homme, c'est un génie. Il faut toute la puissance surnaturelle d'un marabout pour oser le combattre. À présent, dès demain, si tu le veux, tu peux provoquer Bilici. Mais prends garde, si tu l'attaques et que le combat ne tourne pas à ton avantage, fuis. Bakary, fuis. Abandonne Bilici et galope. Sinon il te tuera. Mais si tu fuis, au contraire, la victoire sera pour toi. Comment puis-je vaincre en fuyant? S'écria douloureusement Bakary. Jamais je n'ai été lâche. Écoute bien, grand homme, je t'ai donné une amulette protectrice, ce papier grâce auquel tu as entendu Bilici. Coula à tes selles, ne la garde pas sur toi. Si le combat tourne mal, fuis et appelle-moi, je te viendrai en aide. Ne crains pas de fuir, Bakary. Le lâche fuit la tête basse, et en se cachant, toi tu ne feras que reculer pour mieux vaincre. La nuit même, Bakary retourna à Ségou. Aux questions de cet endion, il ne répondit pas, gardant ses secrets. Le lendemain, Bakary enfourcha son cheval et s'en fut rendre visite à un autre grand marabout du royaume Bambara, Zoumana de Konkung. À cet autre marabout connu pour ses songes qui prédisaient l'avenir, il expliqua l'objet de sa requête, et Zoumana fut d'accord pour l'aider. Vers 3 heures de l'après-midi, Zoumana se retira dans sa mosquée et n'en ressortit que plusieurs heures après. Ton affaire est difficile, dit-il à Bakary Diane. Je t'ai vu combattre Bilici en rêve. Tantôt c'est toi qui l'emporte, tantôt c'est lui. Mais il y a peut-être
une solution. Voilà ce qu'il te faut faire. Dans la plaine qui longe le fleuve, tu trouveras deux béliers. Sur l'un, tu poseras ta main droite, sur l'autre, ta main gauche. Au premier, tu diras va et bats-toi, tu es Bakaridian. Au second, tu diras tu es mon ennemi, Bilissi. Les deux béliers lutteront devant toi. Si le bélier qui te représente gagne contre l'autre, alors tu l'emporteras contre Bilissi. Mais prends garde, grand homme, si le combat tourne à ton désavantage, fuis, Bakaridian, fuis. La fuite pour toi sera une victoire, sinon tu mourras. Ainsi parla Zumana de Kungkung. Pendant tous ces jours, les Tendions ignoraient ce que faisait Bakaridian. Ils avaient bien essayé de le suivre en se cachant, mais Sublime était le cheval le plus rapide du royaume et ses traces se perdaient dans la végétation touffue de la brousse. Oh, ils se doutaient bien de quelque chose et tournaient en rond dans ses goûts, affolés à l'idée que leur chef se préparait sans doute à livrer un combat solitaire contre Bilissi. De son côté, Bakaridian fit comme Zumana le lui avait recommandé. Il découvrit les deux béliers en retournant à ses goûts. Il donna à celui de droite son propre nom et à celui de gauche le nom de Bilissi. Puis il les fit combattre. Celui qui le représentait s'enfuit comme un fou devant l'autre. Mais parvenu au-dessus d'un fossé, il le sauta prestement. L'autre bélier buta contre un rocher, perdit l'équilibre et se brisa les reins au fond du ravin. Bakari Dian avait gagné. Juste avant de rejoindre ses goûts, Bakari décida de consulter un dernier marabout, le plus grand peut-être, le fameux Mori de Dougouba, qui vivait au-delà des montagnes dans une mosquée à l'écart du monde. Infatigable, Sublime parcourut en une journée la route jusqu'à Dougouba. Et le lendemain, Mori remit à Bakaridian deux amulettes. Sur la route de Ségou, celle qu'on appelle le Canablé, il se trouve un grand ravin. J'ai dit une amulette. Attache l'autre amulette à la selle de ton cheval. Le jour du combat, appelle-moi, je t'aiderai, mais prends garde, Bakari. Si le combat tourne à ton désavantage, fuis. Fuis droit devant toi. Si tu recules, Allah, subhanahu wa ta'ala, te livrera Bilissi. Sinon, tu mourras. Bakaridian revint enfin à Sigou de Balanza, apaisé et confiant. Grâce aux deux amulettes cousues à la selle de Sublime, Bakari était sûr de résister au monstre. Grâce à la victoire de son bélier dans la plaine du Canablé, Bakari sentit la victoire proche. Grâce à l'amulette jetée dans le ravin du Canablé, Bakari vit Ségou délivré à jamais de Bilissi. Et dans son cœur, il remercia Sirablé, Zumana de Kungkung et Mori de Dougouba, les trois marabouts qui l'aidaient si puissamment. Il n'eut pas longtemps à attendre Bilissi. Le lendemain, celui-ci entrait dans Ségou, enlevé de force de garçons et de filles, et allait les échanger contre sa boisson favorite, le dolo. Et la lâcheté des gens de Ségou était si grande qu'ils saluaient le monstre qui passait. Que ta vie soit longue et prospère, ô Bilissi, disaient les uns. Que le dolo que nous t'offrons te profite, disaient les autres. Tandis que les mères se traînaient aux pieds du monstre, le suppliant de laisser leurs enfants. Mêlé à la foule, Bakaridian observa longuement son adversaire. Il hésitait comment le provoquer. Et soudain, alors que Bilissi croisait son regard, une peur insidieuse lui ôta toute force. Bakari pensa aux amulettes accrochées à la selle de Sublime, mais Sublime paissait loin de là, et Bakari se sentit empli de crainte. Bilissi gagnait la première manche. Un mois s'écoula. Le monstre à cette tête revint à ses goûts. Il avait revêtu des habits fabuleux, peau de serpent et plumes d'oiseaux mêlés. Des flammes bleues et rouges l'auréolaient, et ses 5 chevaux blonds firent pâlir d'un coup la lumière vive du jour. Il brillait comme 5 soleils devant ses goûts. Ce jour-là, Bilissi fit un long discours. Son terrible regard observait Bakaridian, tandis que les gens le saluaient, en lui présentant sa part de viande. Ségou, l'hypocrite, cria-t-il après avoir bu son dolo, tu rends comme un chien devant moi. Un seul ici veut me combattre, qu'il sache que je l'attends. Même 3 marabouts ensemble ne peuvent me vaincre. Celui parmi vous qui veut me provoquer a été trompé. Bilissi est invincible. Seul Bakaridian comprit ces paroles obscures. Ce jour-là encore, le plus grand chef de guerre de Ségou prit peur et recula. Bilissi gagnait la seconde manche.
À quelque temps de là, Bakaridian eut une idée. Il allait provoquer Bilissi publiquement. La veille du retour du génie dans la ville, il aidait les habitants de Ségou à abattre les moutons sacrifiés pour la nouvelle lune. Chacun s'en étonna, car un chef de guerre comme Bakari ne participait jamais à ces besognes. Mais Bakari avait son idée. Quand les tendions du roi, les guerriers, les notables et tous ceux de Ségou se furent servis, il ne resta plus que 2 tas de viande sur la place du marché. Un tendion s'adressa alors à Bakari. Bakari Diane, tu es le seul qui ne soit pas servi. Prends donc ta part de viande. Et il lui tendit l'un des 2 morceaux. À qui donc appartient le dernier tas de viande demanda Bakari. Allons, tu parles pour rien. Tout ce goût sait à qui appartient ce dernier morceau, et toi aussi. Prends ta part et laisse-nous déposer l'autre à l'endroit convenu. Ajoutez cette dernière part à la mienne, ordonna Bakari d'une voix brève, impérative. Pour le coup, un murmure de réprobation parcourut l'assistance. Certains reculèrent d'effroi. Ne fais pas cela, Bakari. Ne fais pas cela. C'est la part de Bilissi. Malheur à nous, malheur à toi, si tu y touches. C'est la mort de Ségou que tu cherches. Mais Bakari se baissa, ramassa les 2 tas de viande. Je les veux tous les 2, dit-il sombrement, que la malédiction retombe sur moi seul. Sur la place, les gens commencèrent à s'agiter et à crier. Des guerriers supplièrent Bakari de ne pas toucher à la part maudite. Mais personne n'osait porter la main sur cet homme hors du commun et qui jouissait des faveurs du roi. La discussion s'enflamma. Des hommes se bousculèrent, certains criant sacrilège se précipitèrent chez Damonzon. Ils forcèrent la grande porte du palais, envahirent les vestibules, toujours gesticulant et gémissant de terreur. Seigneur, Seigneur! Dans sa chambre royale, Damonzon fumait paisiblement et écoutait son conseiller Dante lui parler de ses illustres ancêtres. Le bruit des pas, la cavalcade, dans la cour et les gémissements couvrirent la voix du griot. Les habitants de Ségou pénétrèrent dans la chambre dans un désordre indescriptible. Seigneur, Bakaridian veut la mort de Ségou. Il a pris la part de Bilissi. En entendant ces paroles, le roi se leva brusquement. Il respectait Bakaridian comme le lion respecte l'éléphant dans les savanes et la brousse. D'un geste furieux, il fit taire ceux qui se bousculaient devant lui. Qui ose ici accuser et mentir, gronda-t-il, portant la main à son poignard. La vérité, Seigneur, la vérité, firent les hommes que la terreur rendait soudain courageux. Bakaridian s'est emparé de la part de Bilissi et c'est faux. À présent, des tendions affluaient. L'un d'eux s'agenouilla devant Damonzon. Ils disent la vérité, Seigneur. Bakaridian a emporté la part maudite. Il ne veut pas la rendre. La malédiction retombera sur moi seul, a-t-il dit. Damonzon se rassit alors lourdement. Sa voix tonnante ordonna. Allez chercher Bakari. Puis il fit taire tous ceux qui s'agitaient autour de lui et l'agacer de leurs conseils. Quand Bakari Diane pénétra dans la chambre royale, son regard fier parcourut l'assistance. Il vit les meilleurs cavaliers de Ségou trembler de peur et l'accueillir en ennemi, lui qui voulait sauver Ségou. Mais Damonzon déjà s'approchait. Eh bien, mon frère, que se passe-t-il? Bakari toisa les tendions, les griots, les marabouts et tous les puissants de Ségou, qui voulaient sa perte, puis il parla tendrement. Bakaridian n'agit jamais sans réfléchir, dit-il. Alors les gens maudissent Bilissi, mais tous le craignent. Je ne compte sur personne, si ce n'est sur ma volonté, mon cheval et mes armes pour combattre le monstre à cette tête. Si Ségou le veut, qu'elle me vienne en aide et se batte avec moi. Sinon, qu'elle se repose, car je pars en guerre contre Bilissi. Un éclair brilla dans le regard du roi. Bakaridian l'offensait gravement en parlant ainsi. C'est alors que le chef des griots, Dante, se pencha et lui parla à mi-voix. Seigneur, l'homme qui provoque son ennemi est un homme sûr de sa force. Il dit encore, Seigneur, il faut laisser agir Bakaridian. Si un homme remplit sa bouche de farine, c'est qu'il a assez de salive pour la mouiller et l'avaler. Bakaridian connaît Bilissi. S'il a eu l'audace de prendre sa part de viande, crois-tu qu'il l'ait fait sans raison? Comme le roi approuvait de la tête, le chef des griots reprit avec force. Bilissi nous a causé du mal, beaucoup de mal.
Ils nous traitent comme des chiens. Tout abus doit avoir une fin, Seigneur. Damanzon se rendit à ses raisons. Il tourna vers Bakari. Eh bien, cette affaire te concerne seul, Bakari. Suis ton destin. Quand Bilissi apparaîtra dans la plaine de Ségou, nous te ferons sortir. Les portes de la ville se refermeront derrière toi. Nous les renforcerons avec des troncs d'arbres. Ta guerre contre Bilissi, personne ne s'en mêlera. Mais d'abord, réfléchis, Bakari. Sache que moi, je ne veux pas la guerre. Tu viendras me rendre ta réponse à la tombée du jour. Bakari Diane s'en revint chez lui. Il remit à sa femme, Konandi, les 2 morceaux de viande. Ma femme bien-aimée, lui dit-il, vois ces 2 morceaux de viande. L'un est à nous, l'autre porte malheur à celui qui le mange. C'est la part de Bilissi. Auras-tu le courage de le faire cuire? Si tu as peur, je comprendrai. Konandi, en silence, alluma le feu de bois, puis elle se tourna vers son mari. Cher époux, je n'ai pas peur. Regarde, le feu flambe déjà, et la viande sera juteuse à point. Quand la viande fut cuite, Konandi apporta la calebasse d'eau pour se laver les mains. Elle sourit avec confiance. Cher époux, personne à présent ne peut distinguer la part de Bilissi de la nôtre. Regarde, la sauce recouvre tous les morceaux. Mange en paix. Le repas terminé, Bakari, dit Anne, reprit la route du palais. Damanzon l'attendait. Les 50 griots de sa cour l'entouraient. Des chiens au collier d'or dormaient sur les fourrures. Le roi avait revêtu son boubou noir à fil d'or et d'argent et coiffé son bonnet d'apparat. Sa main gauche jouait avec des pièces d'or, la droite tenait une longue pipe d'ivoire. Bakaridian traversa les 7 vestibules entre 2 haies de tendions en tenue de guerre et armés. C'était un hommage réservé aux souverains étrangers, mais le regard de ses anciens compagnons d'armes l'observait avec hostilité, et Bakari en fut blessé. Pourtant sa voix était ferme lorsqu'il s'adressa au roi. Je viens te rendre ma réponse, Seigneur. J'ai mangé la part de Bilissi. Personne ne peut plus rien pour moi. Que mon destin s'accomplisse. Eh bien, Bakaridian, s'écria Damanzon avec un geste de colère, je refuse tes hommages. Quitte à l'instant ce palais, laisse-nous en paix. Car en vérité toute ma puissance, tout mon or, tout le courage de notre peuple ne peuvent rien contre le monstre à 7 têtes. Sais-tu que là-bas, dans le nord, il a décimé d'un souffle des milliers de guerriers? Sais-tu qu'il commande aux montagnes et au feu? Sais-tu qu'il est invincible? À partir de ce moment, plus personne à Ségou n'osa adresser la parole à Bakaridian. Les gens évitaient sa maison et se détournaient quand ils le rencontraient. Même ses fidèles tendions, ceux qui l'admiraient le plus, l'abandonnèrent lâchement. Les jours où le monstre à 7 têtes vint réclamer sa part de viande, les habitants de Ségou se dispersèrent dans la brousse, pris de panique. Sur la place, il ne resta plus qu'un vieillard, paralysé et à demi aveugle. Ce fut lui qui rapporta l'incroyable nouvelle. Ne nous en veux pas, Bilissi, implora-t-il lorsque le monstre l'interrogea. Ce qui arrive n'est pas de notre faute. Bakaridian est devenu fou. Nous l'avons supplié, hélas. Les 7 têtes du monstre eurent d'abord l'air de ne pas comprendre. Les 2 premières maugréaient des injures, les 2 suivantes ricanaient de mépris. La 5e et la 6e considéraient le vieillard d'un air étonné. Quant à la 7e, elle demeura calme et demanda de quoi il s'agissait. Croyant sa dernière heure arrivée, le vieil homme tomba à genoux. C'est ce fou de Bakaridian, Seigneur. Il a pris ta part de viande, il l'a mangée. Oui, mangée. Cela s'est vraiment passé, vieillard? Tu en es sûr? Hélas, Bilissi, la vérité est vraie. Moi je suis vieux et pourtant je ne veux pas mourir. Le monstre se renfrogna. Cette affaire l'ennuyait et l'amusait aussi. Bakaridian n'était qu'un enfant. Il fit signe alors à l'un des tendions qui s'était rapproché. Hé, cette affaire est incroyable. Même votre roi n'oserait pas toucher à ma part. À plus forte raison, ce petit Bakari, ce fils de berger. Tendion, appelle-le. Dis-lui que je veux entendre cette nouvelle de sa bouche. Ce fut une surprenante rencontre. Bakari haïssait Bilissi et Bilissi aurait pu l'écraser comme un insecte.
Et pourtant, ils se saluèrent longuement, avec la plus parfaite courtoisie. La légende raconte même qu'ils s'assirent côte à côte, comme deux amis, et que Bilissi invita Bakary à boire de cet excellent dolo qui fit la réputation de Ségou. L'affaire n'est sans doute pas très grave, Bakary, commença Bilissi. Je viens d'entendre une calomnie sur ton compte. Est-elle vraie? Ne veut-on pas te porter tort dans ses goûts? On dit que tu as volé ma part de viande. Moi, je pense que ces hommes ont menti. Toi, tu ne ferais pas cela, Bakary. D'un ton aussi calme, Bakary répondit. J'ai en effet pris ta part, Bilissi. Je la prendrai encore demain et après-demain s'il en reste. En vérité, Bilissi, c'est la dernière fois que tu voles des enfants pour boire notre dolo. C'est la dernière fois que des parents affolés et démunis sont obligés d'aller les racheter très cher. C'est la dernière fois que tu viens nous tourmenter à ces goûts. Aussi vrai qu'on m'appelle véridique. Moi, Bakaridiane, j'ai décidé de t'interdire d'entrer ici, à ces goûts. Je le dis publiquement, afin que ces goûts soient hors de cause. Je te déclare la guerre. Pendant ce long discours, Bilissi ne bougea pas. Il paraissait dormir. À la fin, un œil s'ouvrit, flamboyant de haine, puis un autre et un autre encore, jusqu'à ce que tous soient fixés sur l'adversaire. Bakary de Ségou fit alors le monstre d'une voix glacée qui provoqua la fuite de l'assemblée. Tu as été trompé, oui, tes grands marabouts t'ont trompé. Ils avaient soif d'or, mais leurs paroles du vent. Mori de Dougouba t'a trompé, Zoumana t'a trompé, Sirablé t'a trompé. Tu es un enfant face à moi. Va donc demander à ton maître s'il oserait me faire la guerre. Voyons, Bakary, tu es sérieux ou bien tu plaisantes? Je suis sérieux, Bilissi. Allons tout de suite sur la plaine. Je veux la guerre, affirma Bakary en se redressant. Le monstre aussi se leva. Il eut un effrayant sourire. Je t'accorde un répit, enfant. Dans 3 jours, tu m'attendras près du canablé, à l'endroit où l'on met ma part de viande. Si cette part s'y trouve, ta vie sera sauve. Si tu y es seul, tu mourras. Puis, sautant sur ses 5 chevaux blancs, le monstre s'envola vers l'horizon. Autour de Bakary, la place se vida, les gens s'enfuirent, une lumière blafarde annonçait l'orage. Bakary redressa ses larges épaules. Il était prêt. Le jour du grand combat entre Bakary Diane et le monstre Bilissi, la ville royale de Ségou se vida de la plupart de ses habitants. Certains s'enfuirent dans la nuit, traversant le fleuve à la nage, d'autres gagnèrent les montagnes les plus proches. Dans les villages et les hameaux qui les recueillirent, titubants de fatigue, à l'aube, les gens de Ségou rapportèrent les bruits les plus effrayants. Le soleil tombera à midi sur Ségou, dit un marabout. La plaine est rouge, c'est le sang de Bakary Diane. Plus rien ne repoussera là où il est mort, racontèrent des bergers. Ségou ne sera plus que ruine. Malédiction sur nous, affirmèrent des commerçants en dissimulant d'énormes bourses d'or dans les plis de leurs boubous. À Ségou, des tendions armés avaient pris position autour du palais de Damanzan. D'autres attendaient le départ de Bakary Diane pour fermer derrière lui les portes de la ville. Et dans sa chambre royale, le roi sombre et taciturne faisait appel en vain aux fétiches traditionnels de Ségou. Au premier chant du coq, Bakary Diane quitta sa demeure. Il attacha solidement sa selle au flanc de Sublime et vérifia la place des amulettes magiques. Puis il prit son fusil et sa lance, sauta sur son cheval et se dirigea vers le Canablé, lieu du rendez-vous avec Bilissi. Des rares habitants de Ségou qui le virent passer derrière les bambous serrés de leur case. Bakary Diane ne se souciait pas. Désormais, Ségou lui était indifférent. Il se battait pour son propre honneur. Seul un chien errant l'escorta à travers les ruelles jusqu'à la porte est. Jamais aucun homme n'avait été si solitaire pour accomplir l'exploit que tous, au fond, attendaient de lui. Bakary passa enfin la porte et celle qui donnait sur le canablé. Il entendit les grincements des chaînes derrière lui, mais ne se retourna pas. Ségou pouvait fermer ses portes, lui s'en moquait.
Il aperçut aussi quelques hommes plus courageux ou seulement curieux sur les murs de la ville, et qui scrutaient l'horizon. L'un d'entre eux cria: Prends garde, Bakary, Bilissi est là. En effet, le monstre venait d'apparaître, monté sur ses 5 chevaux blancs, dans un tourbillon de poussière qui obscurcissait l'horizon, ternissait la lumière si pure de l'aube. Tous virent les 5 chevaux se cabrer ensemble, telle une muraille gigantesque, retomber en hennissant, et le sol tremblait sous leurs sabots dorés. Ils virent Bilissi vêtu du plus somptueux boubou qu'ils avaient jamais vu. 7 bonnets d'or le coiffaient. Un grand sac de cuir rouge pendait à sa ceinture. Ce sac était connu. Bilissi enfermait tous les secrets du monde. Alors ces hommes se tournèrent vers Bakary Diane pour lui dire adieu. Hé Bakary, ta fin est proche. Que ton sang ne retombe pas sur nos enfants. Adieu, grand homme. Bakary vit Bilissi galoper à sa rencontre et s'arrêter à 50 pas. Ils se saluèrent avec la gravité de ceux qui ne craignent ni les hommes ni la mort. Bakary Diane, dit Bilissi, tu m'as appelé, me voici. Sois donc le bienvenu au Canablé, répondit Bakary, mais je vois que tu oublies quelque chose. Ne sais-tu pas qu'il est d'usage chez nous que l'étranger offre son tabac? Pourquoi es-tu si pressé? Bilissi éclata de rire. Bakary Diane l'amusait vraiment. C'est vrai, Bakary, je l'avais oublié. Il plongea alors la main dans l'une des vastes poches de son boubou, en retira sa grande tabatière d'argent et la tendit à son adversaire. Malgré les 50 pas qui les séparaient, Bakary eut aussitôt la tabatière en main. C'était un prodige, mais l'un et l'autre trouvèrent la chose toute naturelle. Bakary Diane se servit en tabac. Il prisa et chiqua puis mit la boîte d'argent dans sa propre poche. Le monstre s'écria: Eh, c'est bien beau de priser, mais ne rend-on pas le tabatière dans ton pays? Ton geste est-il une provocation? Bilissi, ton regard fait semblant de m'ignorer. Tu clames bien haut que tu ne m'en veux pas. Moi, je te hais. Je garde donc ta tabatière. Battons-nous à présent. Pour le coup, Bilissi demanda d'une voix rauque et sèche: Bien. Qui commence? Toi ou moi? Bakary eut un sourire. L'invité n'est pas le chef dans un village étranger. J'ai préparé une réception en ton honneur. Je commencerai donc. Bilissi n'ajouta rien. Il fit demi-tour et alla se poster à l'autre bout du canapé. Bakary Diane, lui, demeura sur place. Entre Bilissi et les murailles de Ségou, le véridique se redressa de toute sa haute taille. Il avait confiance dans les pouvoirs de ses marabouts. Il épaula, visa, pressa la détente de son fusil à 2 coups. Les plans jaillirent. Une seconde plus tard, il heurtait le boubou de Bilissi et retombait sur le sol comme le sable sur du fer. Et Bilissi éclata de rire. Alors, enfant, je te l'avais bien dit, tes marabouts t'ont trahi. Ton roi lui-même n'a pas encore l'âge de se mesurer à moi. Tu es bien prétentieux de te croire plus fort que lui. Ne sais-tu pas que Bilissi est invincible? Bakary épaula de nouveau et tira. Une fumée épaisse lui cacha un instant le monstre à 7 têtes. Mais cette fois encore, les plans butèrent contre le boubou et retombèrent comme du sable contre du fer. Le génie l'interpella, de bonne humeur. Mon petit Bakary, connais-tu les crottes de chèvre? Eh bien, tes plans ne valent rien de plus. Bilissi ne craint pas cette poudre-là, tu devrais le savoir. Alors le véridique s'arma de sa lance. Celle qu'on appelait qui ne manque jamais son but. Damanzon disait d'elle: Celui qui d'un seul coup ne peut tuer 12 braves, celui-là n'est pas digne de la posséder. Bakary leva très haut son arme et prit le galop en direction de son adversaire. Parvenu à 30 pas, il la lança avec une violence prodigieuse. Un éclair zébra le ciel, mais Bilissi ne tomba pas. La lance le toucha à peine. Elle se tordit aussitôt et retomba pliée en deux. Bakary Diane n'avait plus d'armes. Il regarda autour de lui d'un air inquiet, et si Bilissi avait dit vrai, si ses marabouts l'avaient trahi. Allons, prépare-toi, petit Bakary, cria soudain le génie. Moi, je n'utiliserai pas mon fusil. Il ne convient
qu'aux éléphants, et toi tu n'es qu'un lièvre. Posant alors son doigt sur l'une de ses narines, Bilissi souffla. Une huée d'abeilles lui sortit du nez et assaillit l'ennemi. Bakary et son cheval furent entraînés dans un tourbillon mortel. Le cavalier tournoyait affolé. Il interpella tout haut Sir Rabelais le marabout. Hé, Sir Rabelais, voilà donc comment tu m'aides contre Bilissi. Est-ce là donc ton pouvoir cria-t-il furieux. Mais à peine eut-il parlé que l'amulette du marabout, cousue à la selle de Sublime, se transforma en nuée de lézards rouges et ailés. En quelques secondes, ils dévorèrent les abeilles. Tu vois bien, Bilissi, fit Bakary triomphant, mes marabouts ne m'ont pas abandonné. Bilissi ne riait plus. Une mauvaise lueur dans le regard, il posa son doigt sur l'autre narine et souffla. Cette fois, des serpents à deux têtes en jaillirent. Ils déployaient leurs ailes, prêts à fondre sur leur proie. Quand Bakary, prompt à comprendre, invoqua Zoumana le marabout. La seconde amulette, attachée à la selle, se transforma en épervier. Les serpents à deux têtes furent dévorés en plein ciel en un rien de temps. Bakaridian exultait. Quel piètre génie es-tu donc, Bilissi? Vois donc que ma magie est aussi puissante que la tienne. Allons, le lièvre se défend bien, non? Bakary vit alors les sept têtes se rapprocher en un monstrueux conciliabule. Elles étaient rouges et grimaçaient de haine. Bilissi, d'un geste rageur, prenait son fusil, le pointait vers Bakary. Quand il pressa sur la détente, la poudre et le fer se transformèrent en une pluie de feu qui s'abattit sur le canapé. Le véridique n'eut que le temps de se jeter à bas de son cheval et de frapper la selle du plat de la main. Hé, Mori, de Dougouba, cria-t-il, affolé cette fois. Que fais-tu donc? N'es-tu pas le plus fort? Ces paroles durent être entendues, car à peine venait-il de parler que l'amulette de Mori se transforma en pluie qui éteignit le feu. Alors Bakary Diane remonta en selle. Sa voix était rude et puissante quand il s'adressa à Bilissi. Mon petit Bilissi, dit-il méprisant, tant que mes marabouts m'aideront, nous combattrons, toi et moi, à force égale. En vérité, je te le dis, il n'y aura plus de viande pour toi à ses goûts. Pas davantage, tu ne voleras nos enfants pour boire notre dolo. Cesse de nous importuner. Va-t'en, Bilissi, retourne à la mer où tu es né. Mais qui pouvait arrêter Bilissi à présent? Le monstre, fou de rage, n'entendit rien. Il prit son grand sac et plongea la main et en retira une longue corde rouge et noire. Bakaridian la reconnut en frissonnant de crainte. En réalité, cette corde était un sorcier malfaisant qui s'enroulait autour de ses victimes. Quand celles-ci étaient ligotées, il serrait ses nœuds jusqu'à l'étouffement. Et l'agonie durait. Personne, jamais, n'avait résisté à sa mortelle étreinte. La corde se dressa en l'air et siffla distinctement. Le veux-tu mort ou vif, Bilissi? Soudain, comme si un éperon invisible lui labourait les flancs, sublime, le cheval de Bakary recula violemment, prêt à faire volte-face et s'enfuir. Eh, voyez le lâche, ricana Bilissi. Fuis donc, petit lièvre, fuis donc. Sous l'insulte, le visage de Bakary rougit de honte. Il en oublia les recommandations des trois marabouts, et prenant son cheval, il le força à revenir en arrière. Je ne fuis pas, Bilissi, cria-t-il, mais mon cheval n'a combattu que des braves, jamais de sorciers malfaisants. À ce moment-là, Bilissi, la corde magique à la main, ébranla ses 5 chevaux. Il criait, la corde sifflait, du feu jaillissait des naseaux des chevaux. De nouveau, une vive douleur laboura les flancs de Sublime. Le cheval recula, pris de panique, et soudain, alors qu'il tenait de maîtriser sa monture, Bakaridian entendit une voix qui sortait de sa selle. Il la reconnut aussitôt, la voix de Mori de Dougouba, le marabout. Fuis, Bakary, fuis! Puis une seconde voix, celle de Sir Rabelais, et une troisième, celle de Zoumana, lui enjoignirent le même ordre. Fuis, Bakary, fuis! Alors, tandis que là-bas, se rapprochant à la vitesse de l'éclair, Bilissi l'insultait. En le traitant de lâche, Bakary fit volte-face et serrant étroitement ses jambes autour de son cheval, se lança dans un galop éperdu. 3 fois les combattants firent le tour de la ville, l'un poursuivit, l'autre poursuivant. Sur les toits et les fortifications de Ségou, des bergers et des tendions, pâles de terreur, les bras au ciel, observaient l'infernale poursuite.
Une même interrogation leur venait aux lèvres. Pourquoi Bakary Diane fuyait-il comme un lâche? Était-il donc vraiment un lièvre, celui qui se battait comme un lion à la guerre, celui qu'on appelait le véridique? Et les hommes se lamentaient et gémissaient. Bakary Diane allait mourir, Bilissi se vengerait, et bientôt, de Ségou la glorieuse, Ségou des Balanza, il ne resterait que cendres et ruines. C'est alors que Bakary reçut un ordre. Si Rabelais le marabout lui parla dans les nuées. Rappelle-toi, Bakary, le combat des deux béliers au ravin du Canablé. Fuis par là, franchis le ravin avec ton cheval. Va, Bakary, va. Et prenant sa monture, Bakary de Ségou s'élança vers la grande crevasse. Derrière lui, corde haute, grimaçant des sept têtes, Bilissi le poursuivait toujours. Les cavaliers disparurent dans un nuage de poussière flamboyant, et les gens de Ségou crurent leur dernière heure arrivée. Quand il atteignit l'extrême bord du ravin, une profonde faille, large de plusieurs mètres, qui tombait à pic et dont la base n'était qu'un éboulis de rochers aux arêtes vives. Bakary s'enleva sans hésiter. Sublime parut voler dans l'air avant de se recevoir de l'autre côté, d'un bond merveilleux. Il était temps, le monstre arrivé lui aussi voulut bondir. Déjà il enlevait ses 5 chevaux écumants, le regard fou, mais soudain, alors qu'il se projetait en avant, tous ses muscles bandés, une force invisible, de puissance inouïe, le paralysa. Les 5 montures demeurèrent suspendues en vol, comme pétrifiées, quelques secondes. Puis cavalier et monture basculèrent, renversés, pattes en l'air, avant de plonger dans le gouffre. Un cri inhumain jaillit du ravin, et dans un fracas que l'écho répercuta jusqu'à Ségou, les 5 chevaux s'écrasèrent au fond sur leur maître. Bilissi était vaincu, il gisait les reins brisés dans le gouffre du Canablé. Ainsi s'accomplissait la prédiction des marabouts et le destin de Bakary Diane. Alors des murailles de Ségou, une immense clameur s'éleva. Toutes les portes s'ouvrirent en même temps. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants affluèrent vers le véridique, vers Bakary Diane, vers leur héros. Chacun avait emporté son bien le plus précieux, les pauvres de l'huile ou de la viande, les bergers un agneau, les tisserands une toile tissée, les potiers qui un vase, qui des plats d'argile peints, les commerçants un baril de dolo, les pêcheurs leurs poissons le plus frais, les notables de l'or et de l'argent. Et la longue procession vint déposer, au bord du ravin, tous ces biens qui allaient être joyeusement sacrifiés au fétiche traditionnel de Ségou. De l'autre côté du gouffre, Bakary Diane sur son cheval semblait grandir. Le héros ne bougea pas quand des cris d'allégresse et de reconnaissance montèrent vers lui. Il n'eut aucun geste vers les siens, ses amis, ses voisins, ses compagnons d'armes. Et quand il fit volte-face et qu'il prit le galop en direction du sud et de la grande forêt, les gens de Ségou comprirent que plus jamais la haute silhouette de Bakary Diane ne franchirait les portes de Ségou des Balanza. Mais son nom, comme sa légende, fut inscrit en lettres d'or dans l'histoire des Bambara.